Donc, normalement, l'enregistrement va commencer. Super. Donc, ce cycle de webinaire du GEPSO, il a commencé le 7 juin dernier et s'achève aujourd'hui avec cette dernière session. Donc, les webinaires ont été, donc après celui de la présentation globale du référentiel, donc qui était co-animé avec la HAS, qui est aussi présente aujourd'hui, ont été des webinaires qui ont été consacrés aux méthodes d'évaluation. Donc, on a eu un webinaire sur la méthode de la compagnie traceur, un sur la méthode du traceur ciblé, un sur l'audit système, et qui ont été animés par des professionnels, membres du groupe de travail à l'origine de ce cycle de webinaires. Donc, ce dernier webinaire, lui, est issu d'une foire aux questions que nous avons mis en ligne au sujet du référentiel, auquel la Haute Autorité de Santé, donc, qui est présente avec nous aujourd'hui, va répondre. Donc, ces questions, nous les avons regroupées autour de 8 blocs thématiques, que sont le référentiel de manière globale, les organismes accrédités. Alors, s'il vous plaît, vos micros, merci. Les organismes accrédités. Ensuite, les 3 méthodologies, donc accompagné traceur, traceur ciblé et audit système. L'auto-évaluation, la suite donnée aux évaluations et enfin sur la question de SINAI. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit juste avant, nous avons la chance d'avoir avec nous la Haute Autorité de Santé, donc Véronique Gadi et Sandra Grimaldi, qui vont donc vous répondre en direct sur toutes ces questions qu'on a pu recevoir dans la foire aux questions depuis la semaine dernière. Par ailleurs, et on les en remercie, la HAS nous a indiqué qu'elle nous transmettrait les réponses donc, par écrit à ces questions pour qu'on puisse vous les diffuser. Et donc, évidemment, et je le rappelle encore, il est très important d'éteindre micro et caméra pour permettre la fluidité de ce webinaire. Voilà, et puis vous pouvez utiliser le chat pour interagir au cours de cette session. Voilà, donc nous allons commencer et puis je vais diffuser le PowerPoint. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on a préparé cette session en mettant par bloc de questions, regrouper vos questions. Donc, vous n'avez peut-être pas retrouvé exactement mot pour mot ce que vous avez pu poser comme question, puisqu'il y a des questions qui étaient redondantes. Donc, on les a regroupées par grands blocs. Le premier bloc concerne la question du référentiel de manière très, très globale. Et la toute première question qui se pose, c'est à combien de temps, donc estimez-vous, la HAS, la durée totale de l'évaluation pour un établissement sur un site? Alors, c'est moi qui vais démarrer, donc bonjour à toutes et à tous. Alors, il n'y a pas une réponse unique à cette question, évidemment, hein, puisqu'il y a tout type de structures sociales, médico-sociales, et on va avoir des structures à 10 places sur un site, sur un service, et des grosses structures en multisite, avec des déplacements nécessaires, etc. Donc, tout va dépendre de la structure évaluée, de sa taille, de ses activités, enfin voilà ce qui va rentrer en ligne de compte pour élaborer le contrat que vous allez signer avec l'organisme. On a dans le manuel d'évaluation la fiche pratique numéro 1 qui présente les différentes grandes étapes d'une visite d'évaluation et leurs modalités d'organisation. Donc on a mis un certain nombre d'informations sur les différentes séquences de la visite d'évaluation avec une estimation de certaines durées, évidemment ajustées. On précise bien dans cette fiche pratique que la durée des différentes séquences identifiées est donnée à titre totalement indicatif et peut faire l'objet d'un ajustement dans le cadre du contrat que vous allez signer avec l'organisme que vous allez retenir pour venir faire cette évaluation. Donc, il s'agit vraiment de faire entrer dans le planning de la visite toutes les séquences d'évaluation nécessaires pour passer en revue l'ensemble des thématiques du référentiel et donc des critères du référentiel pour qu'ils puissent être évalués. Et donc, à ce titre-là, vous pourrez déterminer la bonne durée pour votre structure en fonction de ce que vous aurez prévu au contrat avec votre organisme accrédité, en tout cas celui que vous aurez retenu. Merci. La deuxième question, elle est assez proche. Avez-vous des exemples de calendrier d'organisation des visites par les organismes? Et cela en tenant compte des différentes tailles d'établissements, des différentes configurations. Est-ce que c'est établissement monosite ou multisite?
les modalités de prise en charge. Est-ce que c'est de l'internat, de l'externat, de l'accueil de jour? Est-ce qu'il y a des calendriers un peu d'organisation que vous pourriez nous communiquer? Alors, effectivement, elle est proche de la précédente et l'HS n'étant pas l'opérateur de l'évaluation, c'est quelque chose que vous allez devoir définir dans le contrat avec l'organisme que vous allez retenir pour venir faire l'évaluation dans votre structure, puisque c'est aussi de là que va dépendre le coût que va représenter cette évaluation. Et donc, il y a encore une fois, dans la fiche pratique numéro 1, vous avez tous les éléments d'information pour bien séquencer cette visite d'évaluation et ajuster la durée des séquences. Mais il n'y a pas un calendrier d'organisation qui peut être diffusé, qui peut être applicable à toutes les structures qu'on connaît. Tout dépendra également de la manière dont vous allez organiser cette visite aux différents typologie d'activité que vous citez là notamment. Merci. La question suivante, alors on est vraiment dans un peu de la démarche qualité. Est-ce que vous avez prévu, la CES, un temps de partage des premiers retours d'expérience des établissements? Alors la question qui avait certaines questions précisément l'année 2023, donc au bout d'un an d'expérimentation sur les établissements, est-ce que vous avez prévu ce retour d'expérience pour pouvoir mieux se préparer ou éventuellement ajuster certains points concernant ce référentiel? Alors, pour le coup, c'est moi qui vais répondre. On n'a pas prévu un partage des premiers retours d'expérience entre établissements à proprement parler. C'est plutôt une démarche qui peut se faire au niveau des associations professionnelles ou des fédérations. Et puis, pour rappel, nous échangeons très régulièrement avec les représentants et des fédérations et des associations professionnelles au sein du comité de concertation. Donc, ça pourrait être l'occasion d'avoir un retour des grandes fédés sur la manière dont ça se déroule sur le terrain. Par contre, ce que nous avons prévu de faire, mais une fois qu'on aura effectivement eu un certain nombre de rapports d'évaluation qui auront été produits, c'est une analyse, un regard qu'on va pouvoir porter sur les rapports d'évaluation. Pour rappel, contrairement à ce qui existait jusqu'à présent, nous allons avoir un accès aux rapports. Les rapports vont nous être transmis notamment via SINAE et nous pourrons aller regarder la manière dont ils sont produits, le travail des évaluateurs. C'est bien l'un des enjeux, c'est de pouvoir avoir ce regard porté sur le travail des évaluateurs, de voir ce qui éventuellement pose difficulté ou pas, et puis sur la base d'une analyse je dirais transversale des rapports d'évaluation, de pouvoir aussi repérer s'il y a des sujets qui posent plus questions que d'autres, et ça peut se traduire notamment par l'inscription au programme de travail de la Haute Autorité de Santé de guides, d'outils, de recommandations qui tout d'un coup nous apparaissent comme étant nécessaires pour pouvoir aider, guider les établissements et services sur la manière de répondre à certaines exigences portées par le référentiel. L'autre question, c'est est-il possible de regrouper des structures qui ont des numéros finesse distincts pour ne réaliser qu'une seule évaluation, notamment dans le cas où les professionnels qui interviennent sont sensiblement les mêmes? Donc ça, c'est une question qui est revenue très très souvent sur la foire aux questions, la question du rattachement au numéro finesse pour l'évaluation. Alors oui, la possibilité existe. En tout cas, il n'y a pas de différence depuis la loi de 2002 sur ce sujet. Donc, ce qui était possible avant l'est toujours. Par contre, la réponse n'appartient pas à la HAS parce que, comme vous l'avez compris maintenant, la programmation des évaluations appartient aux autorités de tarification et de contrôle. Et donc, c'est elles qui vont autoriser ou non des regroupements d'évaluation et avec lesquels vous allez pouvoir discuter de l'intérêt, effectivement, dans le style de structure où les professionnels vont être les mêmes, de faire une évaluation pour plusieurs structures qui fonctionnent de la même manière. Mais en tout cas, la réponse ne sera pas unique et ne viendra pas de la HAS, c'est bien à l'autorité ou aux autorités de prendre ces décisions avec vous et donc d'en tenir compte dans l'arrêté de programmation pluriannuel qu'elles vont prendre.
Alors, Excusez-moi, ensuite, il y a un petit bug technique. pose la question, hein, si tu veux. Donc, la question suivante, elle concerne sur le fait de savoir, est-ce qu'un établissement qui gère plusieurs activités, des activités d'hébergement, d'accueil de jour, domicile, qui seraient toutes différentes, pourra-t-il être évalué service par service pour relever les points forts et les axes d'amélioration de chaque service, ou l'évaluation sera-t-elle plus globale? Alors, vous avez commencé déjà un petit peu à répondre, mais la question revient sur un autre angle cette fois-ci. Oui, c'est ça, parce que ça rejoint effectivement la question précédente, hein, et effectivement, il est tout à fait possible de faire l'évaluation établissement par établissement ou service par service pour justement qu'il y ait quelque chose de spécifique et qui puisse alimenter un plan d'action spécifique en fonction de la situation de chacun de ces services ou établissements. Mais encore une fois, à voir avec votre ou vos autorités qui devraient, j'imagine, être d'accord avec cette proposition, puisque l'enjeu aussi que ce soit pour vous, donc pour travailler les axes d'amélioration et mettre en avant les axes forts, comme pour les autorités, l'enjeu c'est que ce soit clair et que les éléments qui émergent d'une évaluation correspondent bien à la situation d'un établissement ou d'un service. Donc, j'ai envie de dire oui, tout à fait, c'est forcément possible, puisque l'inverse est également possible si l'autorité en est d'accord. Donc, ça peut marcher dans les deux sens. On va passer. Oui. Avant de passer au bloc sur les évaluateurs, je regardais les questions qui étaient posées en direct. Sur les 3 questions, il y en a une qui va relever peut-être plus de Sinae et une autre sur les évaluateurs, sur lequel Adèle va intervenir. Mais peut-être la 3e est sur ce bloc. Je ne sais pas si vous êtes en capacité d'y répondre en direct. C'est quelles sont les modalités prévues pour l'échange contradictoire? Et je pense que ça regroupe plutôt la démarche effectivement globale de l'évaluation. Est-ce qu'il y a des modalités particulières qui ont été prévues pour les échanges contradictoires dans le cadre de cette démarche? Oui, c'est prévu. Enfin, si je comprends bien la question, c'est prévu dans le cadre de la procédure d'évaluation qui a été publiée, donc à l'issue de la visite d'évaluation et avant que l'organisme qui a fait la visite d'évaluation ne produise le rapport final d'évaluation, il va y avoir un échange contradictoire comme auparavant, hein, ça ne change pas. Vous pourrez réagir à ce qu'on peut appeler un pré-rapport, hein, on va dire, et vous aurez la possibilité de faire vos observations sur les éléments recueillis par l'organisme. Donc, c'est bien prévu et ça figure à la fois dans la procédure et dans la partie, je pense, du manuel qui fait référence au rapport d'évaluation, où il est bien prévu qu'il y ait un échange contradictoire entre la structure et l'organisme, étant entendu que même pendant la visite, si vous avez bien regardé la fiche pratique qui concerne l'organisation de la visite, on prévoit également des temps d'échange entre les évaluateurs et la gouvernance de l'établissement ou du service qui accueille l'évaluation, pour que même si l'évaluation dure ne serait-ce que 2-3 jours, que en fin de journée ou en début de journée, il y a un échange et que s'il y avait quelque chose à revoir dans ce qui s'est passé la veille ou dans ce qui s'est dit, que ça puisse être dit immédiatement et pris en compte immédiatement lors de l'évaluation. D'accord. Et de manière pratique, c'est-à-dire que le contradictoire est acté dans le référentiel, mais la question pratique, c'est le délai pour répondre, c'est lié à la négociation contractuelle qu'on va avoir avec l'organisme, ou il n'y a pas de délai imposé à C'est tout le monde rédigé sur dans la toute la procédure. Si dans la procédure, c'est prévu, l'organisme doit vous transmettre son pré-rapport, on va dire, dans le mois qui suit la visite. Vous avez un mois pour faire vos observations et ensuite le rapport final est produit. Mais c'est écrit dans la procédure. Hein, je crois que c'est la 3e partie de la procédure et ça figure. Ces délais-là figurent dans la procédure. D'accord, merci. Je laisse la parole, Adèle. Oui,
Très bien, donc on va passer au deuxième bloc donc concernant les évaluateurs. Et la première question, à quelle date sera connue la liste des organismes accrédités? Alors, la liste, attention, hein, il n'y a pas une liste qui va apparaître là et qui va contenir tous les organismes accrédités là demain tout de suite. La liste des organismes accrédités, elle va être mise à disposition via notre site internet à partir des instructions menées par le COFRAC. Donc là, le COFRAC a reçu, hein, depuis le 13 mai qu'on a publié le cahier des charges pour être accrédité, le COFRAC a réceptionné une trentaine de demandes d'accréditation. Il instruit ces demandes et au fur et à mesure où il va acter de leur recevabilité ou non, en tout cas pour ce qui nous intéresse de leur recevabilité, il va produire pour ces organismes-là qui ont reçu une recevabilité favorable, une notification de recevabilité que l'organisme va devoir nous transmettre. Et à partir du moment où il nous a transmis cette notification du COFRAC, nous allons pouvoir le faire figurer sur cette liste. Donc cette liste, j'attire votre attention sur le fait qu'il ne va pas forcément falloir l'extraire du site internet et plus jamais aller regarder sur le site ce qu'on y met, puisque cette liste elle va s'alimenter quotidiennement, enfin voilà, au fil de l'eau, lorsque le COFRAC aura instruit les dossiers, et donc quotidiennement, elle peut être mise à jour et on va commencer à avoir les premiers organismes dans très peu de temps, puisque le COFRAC finalise l'instruction des premiers dossiers. Merci. Deuxième question. Les organismes accrédités sont-ils formés à l'entretien avec les personnes accompagnées compte tenu de leur profil, donc notamment concernant les jeunes enfants, les personnes non communicantes, les personnes ne s'exprimant pas en français et puis toutes celles qu'on peut imaginer d'autres? Alors, les compétences et l'expérience requises, hein, des organismes accrédités et de leurs intervenants, donc les évaluateurs, sont précisées dans le cahier des charges qui fixe les exigences complémentaires à la norme d'accréditation. Donc, l'organisme accrédité doit, lorsqu'il dépose sa demande d'accréditation, démontrer les compétences, l'expérience de ses évaluateurs et la manière dont il va maintenir et mettre à jour ses compétences, notamment en matière d'entretien avec des personnes accompagnées, puisque le COFRAC va contrôler ces éléments-là dans le dossier initial, puis dans la vie de l'accréditation. Et l'organisme va devoir démontrer que ces évaluateurs disposent des compétences nécessaires pour mener ces entretiens, et il doit le démontrer aussi dans le temps, à savoir qu'il doit le démontrer dans son dossier pour être accrédité, et il doit le démontrer dans le temps pour pouvoir maintenir son accréditation. Donc ça fait partie des éléments qui vont être contrôlés par le COFRAC et qui vont permettre d'être accrédité ou non en fonction des compétences mises en avant dans le dossier d'accréditation. Et je crois, dernière question, est-ce que l'organisme accrédité a la liberté de gérer le temps pour rendre son rapport, ou est-ce qu'il y a un délai imposé donc, entre la fin de l'évaluation et le rendu du rapport? Oui, alors ça rejoint la question, je pense, qu'on a évoquée tout à l'heure, qui s'est rajoutée, puisque effectivement, la procédure d'évaluation qui a été publiée, hein, qui figure, qui est disponible sur notre site internet, fixe ces délais. Donc, dans le point 3, comme je disais tout à l'heure, hein, je pense que c'est le point 3 qui prévoit ça, et qui prévoit que l'évaluateur doit envoyer à la structure son pré-rapport dans le délai d'1 mois après la visite. L'organisme, une fois qu'il a transmis ce pré-rapport à l'ESSMS, l'ESSMS a 1 mois pour faire ses observations et le retourner à l'organisme, qui ensuite validera le rapport final et le transmettra à la structure. Donc, ces éléments-là sont prévus par la procédure qui fixe ces échanges et ces délais qui s'imposent à la fois à l'organisme et à l'ESSMS. Est-ce qu'il y a des questions, David, sur les évaluateurs? Je pense qu'il y en a
une qui était la première question posée. Un organisme ayant reçu sa recevabilité opérationnelle peut-il dès aujourd'hui démarrer les évaluations ou doit-on attendre le calendrier d'octobre? Oui, alors, il n'y a pas d'évaluation là aujourd'hui. L'enjeu aujourd'hui, c'est que chacun se prépare, s'il le souhaite dans le cadre de l'auto-évaluation, qu'il se prépare aux exigences du référentiel, qui prépare ses équipes à ses entretiens, qui prépare les choses avec le conseil de la vie sociale, si conseil de la vie sociale il y a, etc. Donc là, on est vraiment dans une phase d'appropriation, de pédagogie et de travail en interne. Il n'y a pas d'enjeu à faire intervenir un évaluateur là aujourd'hui, puisque soit vous êtes une structure autorisée en 2008-2009 et vous devrez transmettre votre rapport d'évaluation à votre autorité au plus tard le 30 juin 2023, soit vous êtes dans un autre cas de figure, donc avec une autre date d'autorisation, et là vous devez attendre l'arrêté de programmation pluriannuelle d'octobre qui va vous dire quand vous allez devoir rendre votre rapport d'évaluation entre juillet 2023 et décembre 2027. Le calendrier n'appartient pas à chaque structure. Le décret a donné cette compétence aux autorités de tarification et de contrôle. Donc, c'est à elles de déterminer la programmation pluriannuelle des évaluations sur cette période de 5 ans. Donc là, si vous transmettez un rapport d'évaluation maintenant, il n'en sera pas tenu compte par votre autorité. Donc, et je pense que compte tenu des difficultés qui remontent dans toutes les structures sur déjà, il va falloir passer l'été avec des ressources quand même limitées et en difficulté, je pense que l'enjeu n'est pas de faire une évaluation là cet été. Il faut s'approprier d'abord ce nouveau référentiel, ces nouvelles méthodes, ces nouvelles exigences, et ensuite l'évaluation devra se dérouler selon le calendrier qui a été fixé, soit par le décret, soit par l'autorité, ou les autorités, évidemment. Toujours sur l'évaluation, les évaluateurs, donc il y avait une autre question. La procédure ne détermine pas le temps entre la correction, alors je ne sais pas si c'est la correction, mais le débat contradictoire, en tout cas apporté par l'établissement, et le rapport final remis par l'organisme d'évaluation. Donc, du coup, est-ce que cela va changer? Je suppose que c'est la question. C'est une fois que l'établissement, vous l'avez bien indiqué tout à l'heure, voilà, on a 1 mois pour répondre. Quel délai après, lui, il a pour déposer sur Sinae? Oui, c'est ce qu'on a, on a spécifié qu'à réception des observations émises par la structure, l'organisme doit procéder à la clôture du rapport, à l'évaluation et le communique définitivement à l'ESSMS. Donc c'est dans la période qui suit cette transmission que l'organisme devra transmettre à l'ESSMS son rapport. Si on constate dans le temps qu'il y a des dérives et qu'on ne sait pas pourquoi le temps s'allonge, on reprécisera les éléments dans la procédure s'il fallait apporter des compléments. On va continuer, il y a d'autres questions, mais n'hésitez pas à les poser sur le fil de questions. On va veiller à y répondre au cours de l'après-midi. On va passer sur la méthodologie accompagnée traceur. Une question qui est aussi revenue, qui avait fait aussi l'objet d'interventions lors de nos webinaires, notamment sur le webinaire consacré à l'accompagné traceur. Sur quel corpus théorique ou approche scientifique la méthodologie accompagnée traceur s'appuie-t-elle? Ne comporte-t-elle pas un certain nombre de biais susceptibles d'entacher le résultat? Et si oui, comment ces biais sont-ils pris en compte dans l'analyse finale? Alors, cette méthode, c'est une méthode qui a été éprouvée en tant que démarche d'évaluation de la qualité. On l'a dans le champ, enfin certains d'entre vous d'ailleurs l'ont expérimenté avant même qu'on la définisse comme méthode dans le secteur social et médico-social. Ça a été expérimenté dans le secteur sanitaire, mais également dans d'autres secteurs. L'enjeu, il est bien d'abord de repartir d'une situation donnée et donc d'aller à l'épreuve de la réalité, voir comment est-ce que il y a des réponses aux exigences qui sont portées par le référentiel. Après, la question du recueil de la parole de la personne qui continue d'être accompagnée, on sait qu'il y a des biais, on sait que les personnes, quand elles sont encore au milieu de leur expérience, que ce soit
dans le champ de la santé ou dans le champ social ou dans le champ médico-social, on sait qu'elles ont tendance à être moins critiques en général que lorsqu'elles sont à distance de leur expérience et qu'elles ont pu prendre du recul. Pour autant, les questions qui sont posées sont pour une part d'entre elles non pas des questions liées à leur satisfaction, mais des questions liées à des éléments tangibles de l'expérience, donc à des éléments factuels. Et ces éléments-là, la parole de la personne, elle vient très clairement éclairer la réalité d'un quotidien. Donc oui, il y a des biais, mais des biais qui sont complètement assumés. Et pour autant, ça n'enlève rien à la valeur de la parole des personnes. Et ce qui prime finalement, c'est l'expression directe des personnes. Et c'est ça qu'on va aller rechercher à l'occasion de cette méthodologie. Pour compléter, si je me permets quelques instants, c'est vrai qu'on a des collègues d'établissements dans lesquels j'exerce qui ont pu témoigner sur le webinaire. Et c'est vrai que c'est une méthodologie qu'on met en place dans l'établissement depuis quelques années. Et on s'aperçoit effectivement que les personnes s'expriment dans les deux sens. Elles peuvent identifier très facilement ce qui est des sources de satisfaction et elles sont aussi critiques sur certains autres aspects. Donc, probablement qu'on n'a pas toutes les critiques qui pourraient être exprimées comme si elles n'étaient pas sur le temps de prise ou d'accompagnement, de prise en charge, mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont remontées, qui sont très intéressantes à prendre en compte. Sur la deuxième question concernant toujours la méthodologie accompagnée traceur, qui est une question qui est revenue très très souvent aussi, qui est source de nombreux questionnements. Comment est défini le nombre d'accompagnés traceurs réalisés par l'organisme accrédité? Donc on sait bien que dans le référentiel, le minimum c'est 3, mais comment c'est indiqué comme un minimum? Comment ce chiffre est défini? Donc pour le définir, est-ce que c'est lié à la taille de l'établissement, au nombre de personnes accueillies, à la typologie de prise en charge? Combien de situations devront être pré-choisies pour faire le corollaire par l'établissement en amont et combien seront finalement retenues par l'organisme accrédité? Alors, effectivement, le minimum, c'est 3. Ça, on l'a défini dans la fiche méthode. Et je vous invite à vous référer à cette fiche méthode qui détaille justement un peu les modalités de choix. Alors, combien de situations devront être pré-choisies par l'établissement? Eh bien, c'est le double du nombre d'accompagnés traceurs qui seront faits. Donc, si dans le cadre de la contractualisation avec l'évaluateur, vous considérez qu'il faut 5, 7, 8 accompagnés traceurs, à ce moment-là, il faudra que vous en présentiez pour l'évaluateur le double, donc 10, 14, 16. Bon, ça c'est une première chose. Après, combien exactement? Nous, on n'a pas défini au-delà de ce minimum requis. Oui, ça va être évidemment, lié à la taille de l'établissement, mais pas en tant que tel. En fait, ça va être lié à ce qui est le plus important, si vous voulez, dans le choix des personnes qui vont être interrogées, c'est la diversité des situations. Et cette diversité, elle va répondre à des critères tels que le mode d'entrée dans la structure ou dans le service qui accompagne la personne. Ça va être son ancienneté dans la structure, ça peut être son âge, ça peut être sa capacité à s'exprimer, le fait qu'elle ait de l'entourage, qu'elle n'ait pas de l'entourage. Voilà, donc c'est des éléments, c'est des critères qu'il faut essayer de faire varier au maximum et c'est en fonction de la diversité de ces situations, c'est presque plus ça qui sera prégnant en termes de quantité de personnes accueillies qui feront l'objet de la méthode accompagnée traceur. Et ça, du coup, ça se discute. C'est dans le dialogue avec l'évaluateur et au regard de la diversité de votre activité que vous allez, enfin de la diversité plus exactement des profils de personnes accueillies, que vous allez déterminer le nombre d'accompagnés traceurs. Merci. Il n'y a pas de questions spécifiques, Adèle, sur l'accompagné traceur. Je laisse la parole. Très bien. Alors, on passe donc à la question de la méthodologie du traceur ciblé. Je crois que c'est les seules questions qu'on a eues. Donc, combien de processus doivent être évalués dans le cadre de la méthode traceur ciblé lors de la visite d'évaluation? Et de la même façon, comment sont choisis les processus et services évalués? Quels sont les critères de choix? Alors, comme vous avez compris, le référentiel, il reprend les critères qui sont applicables à votre structure. Donc, l'ensemble des thématiques du référentiel qui
s'appliquent à votre structure doivent être investigués. Donc, quand on dit l'étape 1, identification de la cible pour les chapitres 2 et 3, ça va vous permettre d'organiser les séquences pour chacune des thématiques des chapitres, quel moment ça se déroule, avec quel professionnel autour de la table, est-ce qu'on regroupe des thématiques parce que les professionnels qui vont pouvoir répondre aux questions liées aux critères d'évaluation sont les mêmes. Il y a toutes les thématiques et tous les critères qui s'appliquent à la structure vont devoir être passés en revue lors de l'évaluation de la structure. Et donc, à vous d'appeler les processus et de démontrer auprès des évaluateurs que vous répondez aux critères du référentiel qui s'applique à votre structure par 1, 2, 3 processus, si c'est la réponse aux critères d'évaluation. Donc, il n'y a pas un nombre de processus qui doivent être évalués, puisqu'on n'est pas sur une approche processus, mais plutôt sur une approche résultat dans ce référentiel. Donc, à vous de mobiliser les processus qui permettent de répondre aux exigences du référentiel et aux critères qui vont être évalués, et en particulier dans les chapitres 2 et 3 du référentiel. Est-ce qu'on a des questions sur cette méthodologie? David? Oui. Alors, sur la suite, vous avez commencé déjà à y répondre, ça va faire le parallèle, je pense que les réponses vont être proches. Peut-être qu'il y aura des petits points de précision. Est-ce que l'ensemble des processus d'établissement est évalué lors d'évaluation sur site, et cela de manière exhaustive, quelle que soit la taille de l'établissement? Donc, je pense que vous y avez déjà répondu et que la réponse va être la même, mais je vous laisserai compléter si besoin. Et se pose la question aussi sur, par exemple, pour un établissement multisite, avec une direction générale, les directions de site, est-ce que l'audit système il se fait au niveau de méta, de tout l'établissement, ou est-ce qu'il peut se faire au niveau des directions par site, toujours avec, ça va faire le lien aussi avec le niveau d'évaluation dont on a parlé au tout début, quel est le périmètre de l'évaluation, je pense. Tout à fait. Alors, encore une fois, il n'y a pas de choix à réaliser dans les critères qui vont s'appliquer à la structure, puisque les champs d'application étaient déterminés dans le référentiel et ils sont précisés sur chacun des critères. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, à vous de mobiliser les processus qui permettent de répondre aux exigences du référentiel et qui vous permettent de démontrer que vous avez atteint les exigences attendues lors de l'évaluation. Après, ça rejoint la fin de la question. Je pense qu'elle rejoint aussi un des éléments auxquels on a déjà répondu et qu'on a aussi fait figurer dans la foire aux questions, parce que c'est revenu à plusieurs reprises, c'est qui est la gouvernance, qui doit être entendu dans le cadre de l'audit système, qui doit être autour de la table. Donc, ce qu'on a dit et ce qu'on précise à chaque fois, c'est qu'on est dans l'évaluation d'un établissement ou d'un service social médico-social avec les personnes autour de la table qui, au niveau de la gouvernance, vont avoir un pouvoir opérationnel au quotidien. Donc, c'est d'avoir un impact sur l'organisation de la structure dans le quotidien. Et à vous de déterminer, puisque c'est quand même à vous aussi de proposer les personnes qui seront à rencontrer dans le cadre de l'évaluation. Si pour une séquence, il est important que la direction générale ou une personne du siège ou en fonction de l'organisation qui est en place soit présente, parce qu'une partie de la stratégie ou de la politique d'établissement est portée au niveau du siège, de l'organisme gestionnaire ou toute autre organisation, il est important que ces personnes-là soient autour de la table aussi au titre de la gouvernance lors de l'évaluation. Le tout, c'est que le jour de l'évaluation, les personnes qui ont tous les éléments pour répondre soient autour de la table. Donc, c'est de dire qui pose la stratégie, comment elle se décline dans la structure et comment on la rend opérationnelle sur le site en question. Donc, cette réponse, elle va
dépendre de la manière dont est organisée la structure et dont chacun a la responsabilité du déploiement opérationnel du sujet en question. Pour compléter un peu, et pour aller dans la suite de vos propos, c'est-à-dire que sur certains établissements du GEPSO, adhérents au GEPSO, on a un certain nombre d'établissements qui sont non autonomes juridiquement, donc qui peuvent être, qui relèvent par exemple de départements, clairement, qui vont être aussi l'autorité en charge d'élaborer le planning. Donc c'est-à-dire que potentiellement, ça pourrait être amener le département à prendre sa place au moment de l'évaluation dans l'audit système. En tout cas, c'est si parmi les thématiques du chapitre 3 qui sont évaluées sur la base de l'audit système, sur par exemple la gestion des ressources humaines, la compétence appartient au département et la délégation sur le site. Évidemment que ce sont les personnes qui ont de manière opérationnelle les choses en main, qui vont devoir être là pour pouvoir répondre aux questions de l'évaluateur. L'enjeu, c'est que on soit sur un niveau de réponse qui corresponde à la réalité du terrain. Et donc là, en fonction des organigrammes et des délégations qui existent, qui sont certainement différentes d'un endroit à un autre, il va y avoir différentes personnes autour de la table pour répondre à ces questions. L'enjeu étant que on est toujours des personnes qui, de manière opérationnelle, mettent en œuvre, déploient l'organisation et les décisions prises pour la structure considérée. Parfait. L'autre question, parfois ça va peut-être faire des redites, mais la petite évolution sur la fin, c'est les fonctions support, donc RH, finance, sont impulsées et gérées par la direction générale. Comment sera pris en compte ce mode de fonctionnement dont vous avez commencé à aborder? Et le siège sera-t-il aussi évalué puisqu'il a son propre numéro ciré? Du coup, j'imagine que vous allez nous répondre que ce n'est pas le siège en tant que tel qui est évalué. Ce qui est intéressant, c'est la prise en charge des personnes qui sont accompagnées ou accueillies dans l'établissement, mais je vais vous laisser apporter vos éléments de réponse. Oui, oui, tout à fait, vous avez raison. Alors, encore une fois, si des personnes représentant les fonctions support qui peuvent être à l'extérieur du site doivent concourir aux réponses apportées lors de l'évaluation, évidemment qu'il faut qu'elles soient là et qu'elles soient présentes et qu'elles puissent apporter tous les éléments de compréhension et qui permettront à l'évaluateur de bien coter les éléments d'évaluation retenus. Donc, il est important que soient mobilisées lors de l'évaluation toutes les personnes qui vont pouvoir apporter concrètement les réponses aux questions qui vont pouvoir permettre aux évaluateurs de coter les éléments d'évaluation. Donc, s'il y a un responsable RH qui est au siège et qu'il n'y a pas de délégation sur site, évidemment, il y a tout intérêt à ce qu'il soit présent, on est d'accord, et qu'il accompagne le directeur du site. Après, voilà, tout dépend, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'organigramme, des délégations qui existent dans une structure. Et en fonction de ça, il y aura plus ou moins de personnes autour de la table lors des séquences d'évaluation du chapitre 3 notamment. Alors, la question du siège, ce n'est pas le siège qui va être évalué. Enfin, de toute façon, le périmètre de l'évaluation n'a pas changé depuis 2002. Ce sont les outils, les supports d'évaluation qui ont bougé, mais le périmètre de l'évaluation n'a pas bougé depuis la loi de 2002. Donc, l'évaluation, elle concerne l'évaluation d'un établissement ou d'un service social médico-social. Donc, ce n'est pas le siège qui est évalué, même s'il concourt à la qualité, évidemment, qui est produite et au bénéfice des personnes accompagnées. Donc, il participe, comme je disais tout à l'heure, aux séquences d'évaluation au titre de l'organisation qui est en place, mais par contre, ce n'est pas le siège en tant que tel qui est évalué, puisque c'est l'évaluation d'un établissement, d'un service social médico-social. Merci. Adèle? Oui, on va passer donc aux questions sur l'auto-évaluation. Donc, première question toute simple, mais peut-être complexe. Comment se préparer au mieux à l'auto-évaluation? Et on en avait un peu parlé dans les webinaires précédents, mais si vous avez d'autres choses à indiquer ici.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Juste commencer par rappeler que maintenant nous sommes sur une démarche volontaire, hein, donc il n'y a pas d'obligation, ni de contrainte, ni de regard sur cette auto-évaluation. J'ai vu qu'il y avait dans le chat été demandé si l'auto-évaluation serait remplie sur Sinaïs, la HS ou d'autres, il y aurait accès. Donc, juste pour rappeler, on est aujourd'hui sur une démarche volontaire sur laquelle, évidemment, on vous incite tous à vous en saisir. L'enjeu, il est multiple, hein, il est déjà de s'approprier les critères du référentiel, les exigences qui sont portées par le référentiel. Et c'est quand même, c'est ce que disait Sandra tout à l'heure, en disant avant de passer à l'évaluation par ce tiers externe, commencez déjà par vous approprier le contenu des référentiels, bien comprendre ce qui est attendu, mais aussi pouvoir, en vous observant, en vous confrontant entre professionnels, dans le sens noble du terme, hein, en croisant les regards, aussi repérer tous les éléments de réponse que vous avez qui permettent de montrer que vous satisfaisez à ces exigences. Donc, c'est bien ça l'enjeu premier. On vous a mis Sinae à disposition pour pouvoir vous aider, vous guider dans l'auto-évaluation. Il n'y a aucune obligation à utiliser Sinae. C'est juste une mise à disposition pour faciliter la tâche, notamment pour ceux qui n'auraient pas déjà des outils existants et qu'ils utilisent. Voilà, mais ça reste à ce moment-là votre unique démarche. Peut-être dans quelques éléments des facteurs de succès, c'est bien de croiser les regards. Donc, c'est que la gouvernance puisse faire le point de là où elle en est, que les professionnels puissent travailler ensemble pour pouvoir identifier comment ils répondent ou pas aux exigences du référentiel, que les personnes accompagnées soient également impliquées dans cette auto-évaluation et qu'ensuite les résultats de l'auto-évaluation soient partagés avec la gouvernance de la structure, avec les instances délibérantes de la structure, avec les instances représentatives du personnel et puis avec les instances dans lesquelles il y a une représentation des personnes accompagnées, notamment quand il y a un CVS qui est prévu, qui existe, que ça soit partagé avec le CVS. Donc voilà globalement les grands repères qu'on peut avoir sur l'auto-évaluation. Deuxième question. Dans le cadre de l'auto-évaluation, donc afin d'évaluer les critères, une grille de questions type par critère sera-t-elle disponible? Et cela respectivement pour chacun des 3 chapitres, et si oui, quand? Alors, je vous invite à aller reprendre dans le manuel d'évaluation les fiches critères. Dans chacune des fiches critères figurent les éléments d'évaluation et c'est de ces éléments d'évaluation, c'est ça qui va vous guider sur les éléments qui sont attendus pour répondre aux exigences. Donc, il ne va pas y avoir de questions type qui vont être, retravaillées. Vous avez déjà tous les éléments dans ces fiches critères. Donc, vous reprenez vos fiches critères, vous prenez les éléments d'évaluation et à ce moment-là, vous vous demandez quels sont les éléments, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui me permettent de répondre à ces éléments d'évaluation. Ok. Troisième question, donc l'auto-évaluation doit être menée de la même manière que celle d'un organisme accrédité utiliserait. Après, c'est un peu ce à quoi vous venez en partie de répondre. Encore une fois, l'auto-évaluation, c'est une démarche qui reste, sur laquelle on n'a pas posé de règles. C'est une démarche qui doit être appropriée par la structure. Donc, évidemment, les méthodes qu'on a définies, c'est parce qu'on pense que ce sont des méthodes qui permettent de rassembler les éléments qui montrent la qualité de l'accompagnement. Donc, évidemment que si vous souhaitez utiliser ces méthodes, ça a vraiment du sens. Encore une fois, ce que je vous disais, hein, de croiser les regards, c'est quand même un principe dans l'évaluation qui est particulièrement important. Après, on vous invite évidemment à le faire aussi pour que c'est du sens pour vous. Hein. L'auto-évaluation, elle va vous permettre de vous préparer pour l'évaluation par ce tiers externe, parce que vous serez approprié
les exigences et parce que vous aurez des éléments de réponse. Et puis, ça vous sert aussi pour venir repérer non seulement vos axes forts, mais vos axes de progrès et de pouvoir étayer votre plan d'action d'amélioration continue de la qualité et de pouvoir également valoriser cela auprès de l'évaluateur. Donc, c'est votre démarche avant tout. Et donc, dans la suite de tout ça, de combien de temps dispose un établissement pour réaliser son auto-évaluation à l'aide de Sinae? Combien faut-il prévoir de temps pour la faire? Peut-être que la deuxième question est intéressante, très intéressante. Alors, j'ai envie de dire que ça, c'est à la main de l'établissement ou service, hein, puisque, alors déjà, ce qui va déterminer le temps que vous avez pour préparer l'auto-évaluation, c'est de savoir quand est-ce que vous allez devoir rendre votre évaluation. Évidemment, si vous êtes dans les structures autorisées en 2008-2009, qui doivent rendre leur rapport d'évaluation au 30 juin 2023, vous allez avoir moins de temps que ceux qui vont se retrouver dans la programmation pluriannuelle à devoir rendre leur évaluation en 2025. Donc, à vous aussi de déterminer, de prioriser vos actions si vous voulez vous engager immédiatement dans l'auto-évaluation pour pouvoir vous familiariser avec ces nouvelles exigences et voir dans quelle mesure vous répondez déjà à la majorité des exigences et quels sont les sujets, les thématiques sur lesquelles vous allez devoir peut-être faire encore, mettre en place certaines actions. Voilà, à vous de déterminer le calendrier, puisque aujourd'hui, contrairement à ce qui existait auparavant, avec les évaluations internes tous les 5 ans, il n'y a pas de temporalité, puisqu'il n'y a pas d'obligation à mener l'auto-évaluation. Donc, elle est à votre main au moment qui vous semble le plus opportun, et de la même manière que le temps à prévoir pour réaliser cette auto-évaluation, il va dépendre aussi des modalités dans lesquelles vous allez vouloir déployer cette auto-évaluation. Est-ce que vous allez vouloir aborder tout le référentiel d'une seule fois, ou est-ce que, je sais que certains envisagent de faire le chapitre 1 d'abord, puis s'engager dans le chapitre 2, puis dans le chapitre 3. Bon, tout dépend de ce que vous allez décider en termes de stratégie et d'approche, puisque et des ressources que vous allez y dédier, et de la possibilité que vous avez de mobiliser les équipes autour de cette auto-évaluation pour pouvoir aller au bout de cette auto-évaluation. Donc, j'ai envie de dire que c'est à vous de vous organiser en fonction de votre stratégie et votre souhait d'aborder le référentiel dans son entièreté ou d'y aller progressivement, et en tout cas aussi en fonction de la date à laquelle vous allez devoir rendre votre évaluation. Et enfin, comment structurer la notation lors de l'auto-évaluation, et quels sont les outils disponibles qui nous permettraient de choisir la note 2 plutôt que la note 3, notamment? Alors, on a une fiche également dans le manuel d'évaluation qui donne des éléments sur les niveaux de cotation possibles. Il est essentiel aussi que tous les éléments recueillis au sein d'une structure alimentent ces choix de cotation, puisque on n'est pas dans un système binaire oui-non, mais on va être dans quelque chose qui va permettre soit de basculer sur un 2 parce que finalement, il y a peu de choses qui sont avancées, et ça concerne vraiment toute la structure, et il y a beaucoup de choses à mettre en place pour pouvoir atteindre un niveau 3, ou alors on va considérer qu'on est dans un niveau 3 de notation parce que il y a beaucoup de choses qui sont avancées, les actions sont en place, il y a peut-être un service qui doit encore avancer sur un des sujets, et on peut basculer sur un 3 parce que les choses sont prises en main, les actions sont en place, elles doivent peut-être être déployées encore plus avant sur l'un ou l'autre service de la structure. Mais voilà, c'est ce qui, en fait, il faut, ce qui rentre en ligne de compte pour le choix du niveau de cotation, c'est l'ensemble des éléments qui vont venir à l'appui de vos réponses
aux éléments d'évaluation du référentiel. Donc, l'objectif est bien de pouvoir adapter la cotation à la situation spécifique de chaque structure et de la dynamique qui est en place et des actions qui sont menées pour améliorer la qualité des accompagnements. On va passer aux questions suivantes. Du coup, effectivement, je vous réponds en direct sur le fil, comme ça permet de gagner un petit peu de temps. Je les en remercie. Sur les suites de l'évaluation, c'est vrai qu'il nous reste une dizaine de questions encore et une dizaine de minutes. Donc, du coup, sur les suites de l'évaluation, il y avait 2 questions qui vont apparaître, donc je vais les citer en même temps. La première question, c'était quel délai l'établissement a pour se mettre en conformité dans l'hypothèse où il y aurait des critères impératifs qui seraient non atteints à l'issue de l'évaluation, donc quel délai lui est octroyé. Et la deuxième question, c'est les résultats de cette évaluation, comment seront-ils pris en compte dans la future tarification, les échanges autour de la tarification avec les établissements? Alors, je vais démarrer sur la première question, puis je passerai le relais à Véronique Gady. Sur le délai, alors, il y a dans le manuel, vous avez la fiche pratique numéro 8 qui explique le principe des critères impératifs et de l'incidence d'une cotation qui nécessite un plan d'action. Donc, si à l'issue de l'évaluation, il apparaît que l'un ou l'autre ou plusieurs des critères impératifs n'aient pas fait l'objet d'une cotation à 4 et qui ne sont pas totalement satisfaits, l'organisme l'évaluateur aura produit un formulaire spécifique qui permet d'aller un peu plus loin dans les éléments recueillis. Sur cette base, le SSMS va devoir élaborer un plan d'action spécifique qui va permettre de répondre à ces points qui ont émergé, qui ne permettent pas de totalement satisfaire les critères. Et donc, la structure aura l'obligation de transmettre en même temps que son rapport d'évaluation à l'autorité compétente un plan d'action spécifique qu'il aura défini pour chacun de ces critères impératifs qui n'ont pas été totalement satisfaits et en proposant des mesures correctives qui auraient déjà été mises en place, celles qui sont prévues dans un calendrier donné avec le calendrier de mise en œuvre. Donc, l'autorité pourra, à réception de ces éléments, interagir avec vous et peut-être demander des compléments ou peut-être demander à ce que ce calendrier de mise en œuvre soit resserré en fonction du sujet considéré. Mais en tout cas, le plan d'action qui découle de ces éléments vous appartient, sa priorisation également, et il fera l'objet d'un regard de la part de l'autorité compétente, des autorités compétentes, et qui pourront exiger un certain nombre d'éléments complémentaires et qui pourront vous amener à soit apporter des compléments, soit revoir le calendrier, etc. Donc, il n'y a pas une réponse donnée, puisque en fonction de la situation et du critère considéré, il y aura des ajustements peut-être qui seront demandés en complément par rapport à ce que vous aurez proposé par votre autorité. D'accord, merci. Véronique. Alors, je vais être très rapide là-dessus. Il n'est pas prévu de lien entre les résultats des futures évaluations et la future tarification de l'établissement. Ce qu'on espère, en tout cas, ce qui est porté, c'est que les résultats du rapport d'évaluation, les résultats de l'évaluation puissent entrer dans le dialogue de gestion entre l'établissement et son ou ses autorités, avec notamment une priorisation dans le cadre des CEPOM, mais il n'y a pas de lien entre évaluation et tarification aujourd'hui. Merci pour la réponse très rapide. On va passer donc au dernier bloc donc concernant Sinaï. Première question, la HAS a-t-elle prévu un accompagnement pour la prise en main de Sinaï, type webinaire notamment? Alors, au niveau de l'accompagnement, comme vous avez, certains d'entre vous, j'imagine, l'ont déjà vu, on a un guide utilisateur qui est disponible sur le site internet de la HAS et qui a déjà fait l'objet d'une mise à jour, puisqu'on a déjà fait quelques évolutions, qui reprend point par point, j'ai envie de dire écran par écran,
les différentes étapes pour avancer dans Sinae et tout le cheminement que vous devez suivre, soit pour créer votre compte, soit pour créer votre auto-évaluation et arriver au bout de l'auto-évaluation. Donc, le guide utilisateur, il a vocation à vous permettre à différentes étapes, hein, si vous êtes un peu coincé à certaines étapes, de retrouver le chemin qui vous permette d'avancer et de poursuivre dans l'auto-évaluation si vous êtes engagé dans l'auto-évaluation. Donc, au-delà de ça, nous envisageons également de mettre à disposition des tutoriels type vidéo prochainement pour que voilà, certains ont plus facile de regarder des tutoriels en vidéo que d'aller dans le guide. Mais en tout cas, voilà, le complément entre le guide et les futures vidéos devrait permettre à chacun d'avancer dans Sinae, de s'approprier l'outil qui n'a pas non plus vocation à être d'une grande complexité, puisqu'une fois que vous avez créé votre compte et que vous arrivez à créer votre auto-évaluation, vous cheminez assez facilement. On voit bien que l'essentiel des questions pour l'instant sont centrées sur la création des comptes et pas sur le cheminement de l'auto-évaluation qui après a l'air à peu près facile d'accès pour tous les utilisateurs. Merci. Alors, il nous reste 3 questions et assez peu de temps, donc on va essayer d'aller assez vite. Est-ce que Sinae est compatible avec les logiciels métiers et est-ce qu'il y a une interopérabilité entre les logiciels? Non, alors là, ça va aller assez rapidement, hein. Il n'y a pas actuellement d'interopérabilité entre Sinae et d'autres logiciels, sachant qu'il n'y a pas d'obligation non plus à utiliser Sinae et qu'on sait que certains logiciels qualité existants ont déjà été mis à jour par les opérateurs qui ont intégré le référentiel. Et donc, que vous utilisez l'un ou l'autre, j'ai envie de dire que le résultat sera le même à partir du moment où vous avez les critères du référentiel qui sont applicables. Il n'y a pas d'obligation à entrer dans Sinae, mais il n'y a pas d'interopérabilité entre les logiciels. Ok, très bien. Peut-être que je vais dire la dernière question avant l'avant-dernière. C'est sur une question aussi technique. Sur Sinae, donc il n'est pas possible d'extraire en amont l'ensemble des éléments à compléter, donc il faut les compléter au fil de l'eau, ce qui rend malaisée la préparation de l'auto-évaluation. Est-ce qu'il y a une évolution qui est envisagée ou pas? Oui, alors je ne peux pas vous donner de date sur la mise en place de cette évolution, mais on a déjà passé la commande à notre prestataire qui l'a intégré et ça interviendra dans une des évolutions à venir. Donc ça, on l'a intégré, mais dans l'attente, on est aussi en train de mettre à disposition, si vous préférez, alors c'est soit cet après-midi, soit demain, qui sera en ligne, le référentiel sous un format Excel, parce que certains nous l'ont demandé également. Donc, on vous le met à disposition et si vous voulez l'utiliser de cette manière-là, vous pourrez l'utiliser assez facilement et comme ça, vous aurez tous les éléments en amont de l'auto-évaluation. Ok, et dernière question. Les accès semblent rattachés au numéro SIRET, donc il faut créer autant de comptes que de numéros SIRET. Mais Sinae n'accepte qu'une seule adresse mail, donc comment faire? Donc, alors, vous n'avez pas besoin de créer autant de comptes que de numéros SIRET. Lors de la création de votre compte, vous devez le rattacher à un ESMS. Donc, c'est la base Finesse qui a été prise en compte et qui est injectée dans Sinae et qui permet d'identifier votre structure. Donc, pas besoin de créer autant de comptes que de numéros SIRET. Il faut que vous créez votre compte à partir d'un ESSMS qui figure dans la base Finesse. Et dans le cas où vous voulez réaliser plusieurs auto-évaluations ou évaluations, vous aurez toujours la possibilité de retrouver l'ensemble des ESSMS qui ont le même finesse juridique dans Sinae. Donc, vous verrez que dans le guide, on a précisé ces éléments-là. Donc, vous créez le compte à partir d'un ESSMS. Ensuite, lorsque vous allez vouloir créer votre auto-évaluation, vous allez retrouver tous
les ESSMS qui sont rattachés aux mêmes finesses juridiques. Donc, il n'y a pas besoin de multiplier la création des comptes à partir d'adresses mail préexistantes. Si vraiment vous ne trouvez pas vos structures pour une raison quelconque, comme certains l'ont déjà fait, vous enverrez un message et on essaiera de répondre à la situation et de trouver les éléments qui manquent pour vous permettre d'avoir accès à votre structure. Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin de créer autant de comptes que de numéros SIRET. Parfait. Merci. On arrive du coup au terme de ce webinaire. Donc, il convient de le clôturer. Donc, j'espère vraiment qu'au nom du GEPSO, que ce cycle de webinaire a pu répondre à vos différentes attentes, aux personnes qui ont pu le suivre. Vous signalez aussi que le GEPSO donc, envisage de proposer, à partir de la fin du second semestre 2022, des formations sur le nouveau référentiel, dans le but de poursuivre l'accompagnement qu'il souhaite proposer aux établissements adhérents. L'idée, c'est vraiment de vous proposer un accompagnement qui soit très complémentaire de ce cycle de webinaire qui était vraiment centré sur la découverte et la sensibilisation aux questions du nouveau référentiel et là partir sur la formation plus approfondie. Donc, le GEPSO aura l'occasion de revenir vers l'ensemble des établissements adhérents pour donner plus d'informations. Je viens de mettre sur le fil de discussion un lien pour remplir un questionnaire d'évaluation de ce cycle de webinaire. On aimerait bien que vous preniez quelques minutes pour le répondre. Il faut moins de 5 minutes. On sait par expérience qu'il vaut mieux le faire directement maintenant. C'est pour ça qu'on vous l'a mis sur le fil. N'hésitez pas à cliquer de suite dessus pour que du coup on puisse avoir les éléments. Ça va nous permettre d'évaluer ce cycle de webinaire et puis aussi de préparer la suite de l'accompagnement proposé par le GEPSO. Dans les prochains jours, du coup, on va vous diffuser les liens pour accéder à la fois aux vidéos et aux réponses de l'HAS à vos questions. Donc, on les en remercie encore HAS d'avoir accepté de pouvoir fournir les réponses écrites. Et puis, on verra si on peut rajouter les 2-3 questions que j'ai vues dans le fil qui n'ont pas forcément pu avoir de réponse là aujourd'hui en direct. Pour clôturer ce moment, je tiens vraiment à remercier l'HAS pour avoir accepté d'être présente à nos côtés. Sur les moments forts de ce cycle de webinaire, que ce soit le webinaire d'ouverture ou de clôture. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des personnes accompagnées, des professionnels et des établissements qui ont accepté de venir témoigner ou partager avec nous leur expérience. Je pense que c'était extrêmement intéressant pour nous tous. Et enfin, mes derniers remerciements vont pour l'ensemble des membres de ce groupe de travail qui avait été initié par le GEPSO, sans qui ce cycle n'aurait pas pu exister et qui ont pris du temps pour le préparer et pour l'animer avec vous, ces 5 cycles-là. Donc, merci à tous. J'espère que ça a pu répondre à vos attentes et on espère vous retrouver bientôt sur des formations ou d'autres temps d'échange avec le GEPSO. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.